Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit n'importe quoi de janvier parce que j'ai regardé pas mal de trucs ce mois-ci et même un peu le mois d'avant et j'avais envie de vous en parler tout simplement. Le n'importe quoi, je le rappelle, c'est un concept de la chaîne des îles que voilà, je lui ai emprunté il y a un petit moment maintenant et ça consiste à présenter ses favoris ou ses découvertes du mois mais en matière plutôt artistique, donc livres, séries, musique, films, peu importe, en fait on met les catégories qu'on veut et ça permet peut-être de vous faire découvrir de nouvelles choses et vous aussi n'hésitez pas à me dire votre n'importe quoi en commentaire. Comme d'habitude dans la barre d'infos je vous mettrai livres, films, séries, etc. Comme ça vous avez juste à faire copier-coller et puis vous rajoutez les œuvres que vous avez découvertes ce mois-ci. Valentine. Comment va Patrick? Je chante la vie, je danse la vie. Dans la catégorie livres, ce mois-ci j'ai lu Ni vu ni connu de Mary Higgins Clark. Donc c'est une autrice assez connue dans le monde anglo-saxon qui est un peu la reine du thriller, tout ça. Et j'avais trouvé ce livre en brocante il y a 1 ou 2 ans je crois, et je crois qu'il était à 1 euro ou 2 euros, donc vraiment j'étais en mode vas-y je vais le prendre parce que je connaissais de nom mais j'en avais jamais lu. Et donc ce roman raconte l'histoire de Lacey Farrell, une jeune agente immobilière qui va malgré elle se retrouver victime et témoin d'un meurtre. Déjà le début de l'histoire est un peu sordide parce qu'en fait elle va mettre en vente un appartement qui appartenait à une jeune fille décédée et donc c'est la mère de la jeune fille qui veut le mettre en vente, voilà, parce que ça ne lui sert à rien à elle, et c'est cette mère là qui va mourir. Donc là on se dit c'est un peu bizarre parce que déjà la jeune fille était morte dans un accident de voiture mais c'était un peu suspect les causes de sa mort, et là la mère meurt à son tour. On se doute qu'il y a quelque chose de pas très clair dans cette histoire. Le problème c'est que le tueur en fait et Lacey se sont croisés du regard et elle a réussi à lui échapper. Sauf que bon, on a peur qu'il la retrouve. Du coup Lacey va être protégée par la police et placée sous la mission protection de témoins. Le problème c'est qu'en fait il faut qu'elle change de nom, d'identité, de ville et qu'elle refasse toute sa vie ailleurs. Donc c'est assez horrible en fait, parce que tout ce qu'elle a construit là à New York, toute sa famille et tout, elle doit tout quitter pour aller s'installer à Minneapolis, une ville qu'elle ne connaît pas du tout, où il n'y a pas grand chose. Et j'ai vraiment adoré ce roman. Je lis très peu de romans policiers et romans thrillers, mais je trouve que en fait c'est génial, c'est super addictif et tout. Tu te dis comment ça va finir, est-ce que le tueur il va finir par la retrouver, est-ce qu'elle va réussir à percer tous les secrets de cette enquête, de ce double meurtre. Mary Higgins Clark écrit vraiment très bien, c'est super fluide, c'est haletant, on est dedans du début jusqu'à la fin quoi. Et vraiment moi j'arrive à trop bien imaginer les scènes, la traque et tout, donc si vous aimez ce genre de roman, lisez-le, et même si voilà vous êtes amateur, franchement pour débuter c'est super bien. Moi j'étais accro. J'ai mis du temps à lire parce que je crois que j'ai commencé pendant les fêtes et tout, mais en fait une fois qu'on se met dedans, tu peux y passer 2-3 heures voire 4 heures tranquille parce que tellement dedans que t'as pas envie de t'arrêter en fait. Ensuite rien à voir, on change de genre et même de type de livre puisque j'ai lu un manga, donc c'est Momele de Meguro Izawa au scénario et de Toru Tagura au dessin. Donc je viens d'apprendre qu'il était en 2 tomes, donc en fait c'est super vite, mais je n'ai lu que le 1 que j'ai beaucoup apprécié, qui est très mignon, très cool pour débuter l'année. Donc en fait on va suivre le quotidien de Ayase qui vit dans une auberge avec sa famille, donc c'est son père et ses grands-parents qui tiennent l'auberge, sauf que comme ça ne rapporte pas assez, ils vont transformer l'auberge en pension familiale pour lycéens. Ils vont accueillir des lycéens qui sont émancipés, qui vivent tout seuls, sauf que Ayase elle est un petit peu pas asociable mais presque quoi, asociable avec les garçons parce qu'elle a eu un peu des traumas d'enfance où ils l'ont rejetée et du coup maintenant elle ose plus les aborder ou leur parler. Mais malheureusement pour elle, ou heureusement on ne sait pas, 2 garçons vont entrer dans sa vie du coup puisqu'ils vont s'installer à la pension. Il y aura Matsuoka qui lui aussi a un passé un petit peu sombre, il aime pas trop parler avec les gens, surtout encore moins avec les filles. On sait pas trop ce qui est arrivé mais il y a un petit trauma d'enfance. Et puis il y a Miwa qui est beaucoup plus sociable, lui il kiffe la vie. Il était en classe avec Ayase avant quand ils étaient en primaire ou au collège je crois, parce que là du coup ils sont tous au lycée. Et voilà, Miwa il est beaucoup plus à l'aise, carrément il lui dit oh je te kiffe et tout. Enfin limite c'est presque trop social par rapport aux 2 autres. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome parce que du coup on découvre un peu les personnages, ils sont tous mignons, attachants. Ayase je l'ai trouvée très touchante et on s'attache vite aux personnages. Et puis on a surtout envie de découvrir la suite parce que on se doute que va peut-être y avoir un petit triangle amoureux parce que quand on vit avec 2 beaux garçons lycéens de son âge au quotidien, soit il y a la friendzone et on devient comme frère et sœur, soit il y a ambiguïté et il peut y avoir plus. Donc j'ai hâte de lire le 2, je sais pas si je l'achèterai ou au pire je demanderai à ma soeur de le demander parce qu'en plus il y a les éditions Akata et du coup je crois qu'elle travaille avec eux, donc voilà, n'hésitez pas à envoyer le tome 2 à ma soeur. Le style aussi des dessins est très doux, voilà, c'est comme beaucoup de shoujo quoi, enfin, je vous montre un petit peu mais j'aime beaucoup. C'est doux, c'est poétique, bref c'est parfait pour commencer l'année en douceur. On passe maintenant aux séries et je vais vous parler de Dans leur regard, ou en anglais When They See Us, qui est sorti sur Netflix en 2019 et moi je me réveille 4 ans après. Alors je sais pas si vous avez entendu parler de cette série à l'époque, moi oui je sais qu'elle a eu énormément de bons retours, que c'était vraiment incroyable et tout.
Et j'avais prévu de la voir, mais je sais pas, j'ai jamais pris le temps. Et puis vous savez, c'est une enquête policière, donc c'est quand même un mood où il faut être en mode sérieux, concentré. Et puis avec les années qu'on a vécues, j'avais pas forcément envie de me mettre dans un truc un peu trop triste. Mais là, en ce moment, je suis dans un mood affaires sérieuses, affaires réalistes qui font mal, parce que c'est ça, la vraie vie. Mais bref, je m'égare. J'ai donc regardé cette série mi-janvier, je l'ai vue en genre 2-3 jours, parce qu'il n'y a que 4 épisodes qui durent de 1h à 1h30. Donc chaque épisode, ça fait quand même un gros morceau, hein, c'est presque comme un film, quoi. Mais c'est tellement riche que je trouve que c'est pas du tout long. Pour une histoire de cette ampleur, je trouve que c'est très bien raconté en ces 4 épisodes. Parce qu'en fait, il s'agit de l'histoire vraie de l'affaire Central Park 5 qui a eu lieu en 1989. En avril 1989, il y a eu une jeune joggeuse qui s'est fait violer et torturer et laissée pour morte dans le parc de Central Park à New York. Et on a accusé à tort 5 jeunes afro-américains qui étaient tous mineurs à l'époque. Et la série retrace l'entièreté de l'affaire, donc du jour J où le crime a eu lieu, à l'arrestation des jeunes, à leur garde à vue, leur témoignage, comment au final ils vont se retrouver en procès puis emprisonnés, comment ils vont vivre leurs années de prison et leur sortie de prison. Et cette série m'a vraiment retournée. Déjà j'ai trouvé l'histoire incroyablement horrible parce que on se rend compte, bien sûr ça existe encore aujourd'hui mais encore plus dans les années 90, l'histoire de racisme en fait, on trouve 5 petits noirs donc c'est bon, ils sont problématiques, hop on peut les mettre en prison. Alors que non, ça ne se passe pas comme ça. La série est folle parce qu'on se rend compte vraiment de toute la pression policière qu'il peut y avoir derrière des gardes à vue. En fait ils les ont forcés à passer aux aveux en leur faisant croire qu'après ils seront tranquilles, alors que non, en fait une fois que tu passes aux aveux, du coup tu es emprisonné, sauf que eux ils étaient mineurs, ils étaient sans leurs parents, en fait ils ont été pendant 48 ans en garde à vue seuls. Vraiment il y a plein de trucs qui sont pas légaux dans l'affaire mais visiblement c'est passé. Et ils ont fini en centre de détention quoi. Alors il y en a 4 qui sont allés en centre de détention pour mineurs et un qui malheureusement avait 16 ans à l'époque. Et du coup, à 16 ans, je crois que t'es considéré comme avec les majeurs, enfin c'est aux États-Unis en tout cas. Donc lui il était directement dans la prison pour adultes et on sait très bien comment ça se passe, enfin non, on ne le vit pas mais on imagine comment ça se passe, surtout quand on est accusé de viol et de presque meurtre. Les conditions sont assez terribles malheureusement dans ces cas-là. Et donc dans les acteurs en fait il y a genre 4 acteurs qui jouent les jeunes et après 4 autres qui jouent les mêmes mais plus vieux. Donc moi je cite que les jeunes, donc Asante Black, Ethan Harris, Khalil Harris et Marquis Rodriguez. Et par contre Jarrell Jerome, donc c'est celui qui a 16 ans au moment des faits. C'est la même personne qui joue du coup l'enfance et l'adulte, puisque entre 16 et 26 ans on a à peu près la même tête, du coup ça passe niveau cohérence. Et je trouve que lui vraiment c'était mon chouchou entre guillemets, l'acteur joue incroyablement bien. Il m'a fait chialer le dernier épisode alors que je pleure pas trop facilement devant les séries. Enfin ça dépend des périodes, mais là vraiment c'était trop lourd, trop dur et il joue merveilleusement bien et c'est horrible en fait. Vraiment lui son histoire, je crois que c'est la pire. Enfin, c'est horrible pour les 5 jeunes, mais lui je vous dis pas comment ça se passe, mais juste regardez la série pour comprendre parce que c'est juste la cruauté humaine quoi. What's going on with my son? Your son was involved in a rape in Central Park. What? No, Wait a minute. impossible. Wait a second. They saw you rape the lady. I didn't see a lady or hit anyone. I didn't see any lady. Kevin. I didn't see any lady. I want to see my son right now, right now. Une fois que j'ai fini la série d'ailleurs j'ai regardé s'il y avait eu des récompenses et il a reçu le Emmy Award je crois du meilleur acteur, donc j'étais trop contente pour lui parce que il le mérite amplement. En plus je crois qu'à l'époque où ça a été tourné il avait 20 ou 21 ans, donc vraiment un talent, un bijou pur cet acteur. On retrouve également d'ailleurs dans la série Felicity Huffman qui jouait Lynette dans Desperate Housewives et j'ai bugué au début parce qu'en plus elle joue le rôle de la... Alors je sais plus précisément c'est quoi son rôle, genre elle est juge ou procureur, enfin je sais plus, mais bon elle est pas très gentille dans l'histoire et du coup c'était bizarre de la retrouver dans ce rôle, mais c'était intéressant aussi de voir que voilà les acteurs ils peuvent jouer des rôles complètement différents, hein. C'est un peu le but et leur talent aussi. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, j'ai regardé la série en VO, je fais presque jamais ça et là j'ai envie de m'y mettre. Et les 2 premiers épisodes faut s'accrocher parce qu'il y a énormément de termes juridiques et si on n'a pas le vocabulaire juste on connaît pas. Donc moi je m'arrêtais toutes les 10 minutes en mode ça veut dire quoi ça. Et par contre les 2 autres épisodes vu que c'est après le procès c'est beaucoup plus fluide, j'ai beaucoup mieux compris les dialogues et tout. Donc pour ceux qui veulent tenter en VO c'est possible. Et ensuite j'ai regardé The End of the Fucking World saison 2. Alors oui vraiment moi je vis les séries 2 ou 3 ans après. C'est des séries que j'avais en tête depuis longtemps et là je me suis dit je suis seule chez moi, je ne sais pas quoi regarder, on va regarder ce qu'on avait prévu de regarder il y a 3 ans. Donc pour rappel dans la saison 1 on suit le quotidien de James et Alyssa qui sont 2 jeunes lycéens anglo-saxons et qui vont se rencontrer, qui ont un peu des personnalités délurées mais ensemble ça va bien matcher et ils vont un peu faire une fugue dans les contrées d'Angleterre. Sauf que ça va virer au drame parce qu'ils vont tuer quelqu'un mais sous couvert de légitime défense. Bon là si vous voulez pas que je vous spoil un peu la saison 2, avancez à
telle minute de la vidéo. Et pour ceux qui l'ont vu, je vous donne mon débrief. Du coup dans la saison 2, James et Alyssa ont été séparés, en fait ils ont chacun refait leur vie de leur côté. Ils se sont plus donné de nouvelles, mais ça ne va pas durer très longtemps quand même parce que on les aime bien ensemble, les deux protagonistes. Et cette fois l'intrigue principale c'est qu'il va y avoir l'apparition d'un nouveau personnage, Bonnie, qui est joué par Naomi Ackie. Les autres acteurs sont d'ailleurs Jessica Barden et Alex Lauer. Et donc Bonnie c'est une jeune femme de 20 ans qui est là pour se venger du meurtre de son chéri. Donc on comprend très vite que son chéri c'était le professeur psychopathe, sauf que elle l'a vécu comme un drame qu'il soit mort, alors que vu ce qu'il a fait c'était mérité hein, on peut le dire. Mais elle est dans une optique de vengeance, on lui a enlevé l'amour de sa vie, donc elle veut le venger et tuer James et Alyssa. Du coup pendant 8 épisodes ça va un peu être la course entre elle qui va parvenir à les retrouver, qui va essayer de tout faire pour les tuer mais il faut quand même qu'elle le fasse discrètement pour mieux y arriver. Qu'au début elle va se présenter comme juste une automobiliste qui fait du stop, puis elle va les accompagner un peu partout. Parce que oui j'ai oublié de préciser mais du coup ils se sont retrouvés entre temps. En fait Alyssa vient de se marier mais bon elle se rend compte que c'était une erreur parce que wesh elle a 18 ans, le mec ça fait 3 mois qu'elle le connaît et ils se sont mariés. Au même moment James redébarque dans sa vie donc vraiment les étoiles s'alignent. Un peu mal mais un peu bien en même temps. Et à ce même moment ils vont rencontrer aussi Bonnie. La série comme la première je crois est en 8 épisodes qui durent à peu près tous 30 minutes voire même 20. Donc ça se regarde vraiment en une soirée si vous êtes hétère, en 2 si vous voulez prendre le temps. Alors je trouve qu'elle est pas aussi bien que la première parce que on a moins l'effet surprise de ces personnages assez fous, assez lunaires, mais j'ai trouvé quand même assez touchante parce que on suit aussi Alyssa qui a du mal à se remettre de tout ça en fait puisqu'elle a quand même été victime d'agression et elle a vu un cadavre sur elle, c'est un peu compliqué à vivre. Puis on va retrouver voilà leur complicité, leur amour réciproque mais qu'ils ont du mal à se dire et pour ça c'est très touchant, enfin je trouve qu'ils jouent très bien tous les deux. Et on retrouve quand même l'humour assez pinçant et grinçant de l'Angleterre, voilà, avec des scènes vraiment très cocasses. Et franchement on rigole même si c'est un peu angoissant parce que du coup il y a quand même la traque de Bonnie. Et les dialogues franchement ils sont très très bien écrits. Donc voilà, si vous avez aimé quand même l'esthétique et la vibe de la première saison, on la retrouve tout aussi bien dans la deuxième. On passe maintenant au film avec 2 films français parce que ici on est chauvin tu vois. Le premier c'est Les Cyclades de Marc Fitoussi qui est je pense encore actuellement au cinéma puisque je l'ai vu il y a 2 semaines je crois, avec comme actrice principale Laure Calamy et Olivia Cotte. Donc Laure Calamy, je sais pas si vous la connaissez mais elle a joué dans la série 10%, Bernadette dans les Cévennes, Annie Colère. J'adore cette actrice, elle est incroyable, elle dégage une vibe tellement positive et fofolle, bref, je l'aime trop. Et Olivia Cotte, je vois un peu son visage mais après je la connais pas trop. Et donc on va suivre les personnages de Magali et Blandine, donc jouée par Olivia Cotte. Blandine qui vient de divorcer de son mari et qui a beaucoup de mal à s'en remettre. Ça fait 6 mois qu'elle est un peu, presque oui, qu'elle est en dépression quoi. Elle arrive pas à lever le pied, elle traîne un pyjama, elle sort plus. Elle a un fils je crois de 18 ans qui va du coup emménager et la laisser seule. Et il a de la peine pour sa mère parce que forcément c'est pas évident de la voir triste et s'abattre sur elle-même. Donc il va essayer de trouver des solutions. Et par un concours de circonstances, il va contacter sa meilleure amie d'enfance, Magali, pour que du coup elles se rencontrent. Donc il organise un dîner et elles vont manger ensemble. Et ça se passe moyen. En fait Magali elle est très très extravagante, un peu comme l'actrice en fait, très folle, elle parle fort, elle aime se faire remarquer et tout. Alors que Blandine elle est beaucoup plus stricte, froide, réservée, elle aime pas trop sortir de sa zone de confort. Du coup c'est ce qui faisait leur complémentarité au collège, mais bon là elles sont adultes et Blandine elle est en mode ça matche pas quoi. Sauf que les mois passent et elle avait un voyage prévu en Grèce avec son fils, mais il annule au dernier moment et il a proposé un secret à Magali d'y aller à sa place. Donc Blandine est ravie comme on peut le penser. Mais en même temps elle se dit ça sert à rien de gâcher le voyage, pourquoi pas tenter après tout one life. Et donc là voilà c'est là que l'histoire commence vraiment, on va suivre leur aventure ensemble en Grèce. Bien sûr il va y avoir énormément de péripéties, ils vont pas arriver à bonne destination, elles vont se tromper de village, elles vont rencontrer des beaux gosses sur leur passage. Le film dure 1h50 mais franchement je trouve qu'on ne voit pas passer le temps, on passe vraiment un bon moment et je trouve que c'est une comédie française qui est très bien maîtrisée parce qu'il y a il y a vraiment beaucoup de scènes drôles, humoristiques, mais il y a aussi des scènes tendres et il y a quelques scènes avec des sujets bien plus importants en fait, qui nous en font comprendre un peu plus aussi sur les personnages et leur psychologie, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi c'est leur caractère. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, il y a juste 1 ou 2 scènes de fin, j'ai trouvé ça un peu facile, un peu gros. Je pense que dans la vraie vie, il y a des trucs que tu pardonnes pas aussi facilement. Je ne dirai pas sur quoi. Mais sinon voilà, si vous avez envie de rigoler en salle, de passer 2 heures de plaisir, de détente, allez-y parce que on passe vraiment un super moment. Le duo entre Laure et Olivia, il marche parfaitement. Vraiment leurs personnages ils sont opposés mais qu'est-ce qu'on rigole à les voir ensemble. Mais là t'as payé pourquoi? Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on descend plus tard. Ah d'accord, donc c'est une arnaque. Petite.
Donc voilà, comédie française validée à 100%. En plus c'est un beau cast féminin, donc que demander de plus. Là encore avec le deuxième film, on met en avant des actrices et même des réalisatrices, puisque je vais vous parler de Divine, réalisé par Houda Benyamina en 2016. Le film est disponible sur Netflix depuis début janvier je crois, et je pense qu'il va lui rester 1 ou 2 mois. Et j'avais beaucoup entendu parler de ce film sur TikTok, enfin même FilmTok, avec vraiment de bons avis, de bons retours. Et là, comme j'ai vu qu'il était dispo, je me suis dit allez, let's go. On arrête de rester 30 minutes à choisir un film tous les soirs et on se lance. Et je me suis pris une bonne claque. On va suivre le quotidien de Dounia, interprétée par Oulaya Amamra, et de Maimouna, jouée par Deborah Lukumwena. Donc ce sont deux jeunes filles, deux jeunes lycéennes qui vivent dans les quartiers un peu difficiles de région parisienne, quoi, dans les cités. Et voilà, l'école c'est pas facile, la maison c'est pas facile du tout, parce que Dounia elle vit dans un camp de Rome à 4 ou 5 avec toute sa famille dans une petite pièce, donc très compliqué comme condition de vie quand même. Et Dounia elle a envie de réussir, d'avoir de l'argent, du pouvoir, parce que elle a pas envie de galérer comme sa mère qui enchaîne les petits boulots. Et Dounia elle voit Rebecca, une dealeuse qui est assez respectée dans le quartier, qui en impose, et donc elle décide d'aller travailler pour elle, accompagnée de Maimouna qui l'encourage et qui va aussi travailler avec elle. Forcément on se doute que travailler dans la drogue, oui ça rapporte de l'argent, c'est sûr qu'on a la belle vie, mais ça comporte aussi énormément de risques, tu sais pas sur qui te tombe, il y a beaucoup de violence, il peut y avoir des agressions. Puis les missions que Rebecca va lui confier vont être de plus en plus dangereuses. Et entre temps, Dounia va aussi croiser le chemin de Jiggy, un jeune agent de sécurité le jour et puis danseur la nuit. Et ils vont un petit peu tomber sous le charme l'un de l'autre, mais ça va être compliqué de vivre leur histoire d'amour parce qu'ils ont pas le même âge, ils vivent pas dans les mêmes situations. Puis son boulot de dealeuse va lui prendre de plus en plus de temps. J'ai trouvé ce film très fort, très touchant. Déjà sur l'histoire parce que on se rend compte qu'il y a sûrement plein de jeunes qui vivent ça et que ça doit être très dur et que on les aide pas assez à essayer d'aller dans le droit chemin. Je trouve que l'esthétique du film est aussi très belle, très réussie. Je crois que c'est le premier film de la réalisatrice. Franchement chapeau, il y a pas mal d'idées brillantes et originales même. Et surtout je trouve que le talent des actrices en fait, c'est leur premier film. Oulaya, elle crève l'écran, c'est un truc de fou. Enfin moi je la regardais et j'étais en mode mais elle joue trop bien, elle est vraiment dans son personnage. Et même Deborah, le duo, la complicité entre les deux filles, elle marche super bien et c'est trop beau de voir cette amitié là dans le film et avec aussi ce qu'elle va rencontrer de plus dur. Donc voilà, franchement on n'en sort pas indifférent. Moi j'étais en mode, tu sais, c'est le genre de film où genre tu finis le film et t'es en mode ah je peux pas faire autre chose là pendant 1 heure parce qu'il faut que j'y réfléchisse, genre c'est fort ce qui vient de se passer. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, profitez-en parce qu'il est dispo sur Netflix, si vous avez Netflix bien sûr. Je pense que c'est un film qui est important à voir pour l'histoire et pour le talent de ces deux jeunes femmes. C'est déjà la fin de ce n'importe quoi de janvier. J'espère qu'il vous a plu, que ça a pu vous faire découvrir de nouvelles œuvres d'art. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, laisser un petit commentaire si tout ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucune autre de mes vidéos parce que je suis super... Ça va le melon en fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube.